J'ai lu plus d'une centaine de livres en 2025 et voici les 10 que j'ai préférés. Je saurais pas vous dire si 2025 a été pour moi une année de lecture particulièrement positive ou particulièrement négative. Je pense que c'est quelque chose qu'on va évaluer ensemble dans mon bilan stats de fin d'année. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le top 10 aujourd'hui est sincèrement positif. Il n'y a aucun livre qui s'y est retrouvé par défaut parce que j'avais besoin de remplir le top 10. Ce sont véritablement les stars de mon année. Et ce qui est cool, c'est qu'on a du contemporain, du thriller, de la fantasy, de la non-fiction, de la science-fiction, du réalisme magique, du gothique. Donc même si je pense que ce serait quand même difficile de tomber sur une autre personne qui adorerait exactement la sélection que je présente aujourd'hui, mais j'ai quand même très confiance que chaque personne qui regarde cette vidéo pourra en ressortir avec au moins une recommandation de livre adapté à vous. Alors, en 10e place, nous avons La Promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, que j'ai lu en anglais, donc je peux pas juger la qualité de la traduction française. Ça, c'est un roman gothique macabre, mais je pense qu'il pourrait aussi tomber sous l'ombrelle de plein de genres littéraires différents. Ça parle d'un chercheur universitaire qui est spécialisé dans les mythes et les légendes. Il va faire la rencontre d'une femme très mystérieuse qui détient quelque chose qu'il recherche et il va tomber violemment sous son charme. Elle accepte de l'épouser à condition qu'il ne cherche jamais à s'informer sur son passé à elle. Lui il est comme ok, ça me va, je t'aime, moi. Mais cette requête va devenir plus difficile à respecter quand il va emménager dans le manoir de son enfance et découvrir les signes d'une personne de son passé et des signes qui montrent très clairement que la personne en question est morte. Alors vous allez peut-être m'entendre dire ça souvent aujourd'hui, mais ça c'est vraiment pas un livre que je recommande à tout le monde. Tu sais, c'est un récit atmosphérique qui se développe assez progressivement, puis il faut vraiment apprécier les belles plumes plus que les récits rythmés pour apprécier ce livre. Mais même si, tu sais, je suis certaine que des personnes pourraient trouver des longueurs, moi, je me suis jamais ennuyée, je me suis vraiment sentie envoûtée par cet univers pendant tout le long, surtout dans les chapitres qui concernaient le passé de la femme. Pour moi, c'est l'élément qui a le plus rayonné dans le roman, mais je peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Et vraiment, je pense que c'est un livre qui aurait pu se retrouver encore plus haut dans le classement aujourd'hui si c'était pas du fait que le point de vue du protagoniste était pas aussi approfondi que la chose dont je ne peux pas vous parler. J'aurais aimé le connaître aussi bien que je connaissais le passé, donc c'est juste pour cette raison qu'il se retrouve en 10e place aujourd'hui. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, puis ce qui est cool, c'est que c'est un peu le genre de fin que tu devines à l'avance, sauf que t'es pas déçu de l'avoir deviné parce que c'est exactement la fin que le livre devait avoir. Alors vraiment, la compétition pour la 10e place dans le classement cette année, c'était assez féroce, mais je suis très heureuse de l'avoir donné à ce livre. La 9e position revient à une sortie québécoise de 2025 que j'ai lue et que j'ai ensuite encouragé tout le monde autour de moi à lire et personne n'a été déçu. Il s'agit bien sûr de La mer des larves de Maud Jarry. L'autrice a réussi à faire quelque chose que j'ai rarement vu au Québec. Elle a créé une œuvre à l'image exacte du contemporain qu'on aime et qu'on publie au Québec, tout en le poussant vraiment plus loin que ce que les autres auteurs ont l'habitude de faire ici. Et le résultat était tellement juste comme rafraîchissant. C'est un contemporain qui parle d'une technicienne vétérinaire qui a toujours été très aimée des animaux, mais qui va commencer à provoquer une réaction très agressive chez les chats qu'elle traite. Et ce changement coïncide avec une douleur grandissante en elle et une vie personnelle assez catastrophique. Là, je vous avertis, si vous êtes un Européen qui a jamais lu un livre québécois de votre vie, c'est un livre québécois. Le premier dialogue du livre, c'est Tabarnak Richard, on s'entend. Mais c'est aussi un livre avec du mystère, de l'humour, de la science, du caractère, du rythme. Et c'est un livre qui dénonce parfaitement les difficultés qu'on traverse en tant que femme quand il s'agit de se faire prendre au sérieux par le système de santé quand on a des douleurs. On parle aussi du choix de ne pas avoir d'enfant, puis ce que j'ai adoré personnellement, c'était de pas tout à fait savoir si les mystères puis le récit allaient être expliqués par la science ou la magie. Et en fin de compte, on a la réponse et le dernier chapitre, c'est la boucle parfaite pour le livre. J'étais un petit peu craintive vers la fin, j'étais comme comment il va faire quelque chose à la hauteur de ce que c'était au début, genre je l'ai lu il y a plus de 6 mois puis je me souviens encore par cœur de la fin, donc vraiment une lecture marquante de mon année. Allez-y, allez-y! Parlons maintenant du livre en 8e place, Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young. C'est un roman qui suit une jeune femme dont la lignée familiale est maudite. Toutes les femmes de sa famille finissent par mourir à petit feu d'une maladie mentale et la protagoniste sait que son tour approche parce qu'elle a commencé à avoir des visions, l'une d'entre elles étant une porte qui arrête pas de se manifester et un jour elle va la traverser. Je me souviens quand j'ai commencé ce livre, j'ai immédiatement ressenti un soulagement
énorme parce que je venais d'enchaîner comme un mois de mauvaise lecture. Et dès que je l'ai commencé, j'ai fait « Ah, oui, oui, c'est ça dont j'ai besoin. » Si je me rappelle bien, je pense que dans mon avis lecture, j'avais dit c'était comme si le coup de cœur s'était mis à vibrer sous ma peau. Ce que j'aimais, c'est que, tu sais, la plume est assez simple, mais même à travers sa simplicité, elle est capable de vraiment nous plonger dans son univers. C'était très immersif. Je sentais que j'ouvrais le livre puis qu'il y avait mon cerveau qui lisait le livre et mon cerveau qui existait ailleurs, qui était complètement séparé enfin. Puis tu sais, objectivement, soyons honnêtes, je suis capable de reconnaître que ce livre a des défauts. Je vous le recommande si ça vous intéresse, mais je vous garantis pas un coup de cœur. Par contre, pour moi, c'était juste impossible de pas avoir un coup de cœur. J'ai tellement adoré les personnages, j'ai adoré l'utilisation du réalisme magique, j'ai adoré faire l'expérience du récit malgré ses lacunes. Oui, j'aurais probablement adoré encore plus si les concepts avaient été davantage expliqués puis exploités. Et j'ai eu une petite déception. La dernière page, j'étais comme, moi j'aurais choisi un autre sujet, un autre thème pour la conclusion du roman. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça reste que ça a été un délice du début jusqu'à la fin. Puis je me suis vraiment reconnue dans ce que l'autrice avait souhaité offrir à quelqu'un. Puis j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'elle m'a offert. Un grand merci à Pascal qui l'a suggéré dans mon bocal et qui m'a fait trouver un coup de cœur. Ok, le 7e livre est un autre titre que j'avais pioché dans mon bocal. Et honnêtement, quand je l'ai fait, j'étais pas très heureuse. Pas à cause du sujet du livre en tant que tel, mais parce que c'est un livre qui faisait 1200 pages, puis je me disais, ok, si jamais j'aime pas ça, je suis prise avec un livre que j'aime pas pendant 1200 pages. Vous comprenez que je m'en faisais pour rien puisque j'ai adoré Les Somnambules de Chuck Wendig. C'est une science-fiction post-apocalyptique qui démarre avec une scène très marquante où notre protagoniste remarque que sa sœur se lève et sort de la maison comme ça. Elle court après elle, elle est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Elle essaie de l'arrêter. Sa sœur ne réagit pas. La protagoniste continue à la suivre tant bien que mal, puis elle est comme « Mais voyons. » Et le phénomène va devenir encore plus étrange quand il y a quelqu'un d'autre qui va les rejoindre. Une autre personne dans un état de somnambulisme étrange et au final, il va juste y avoir un troupeau de somnambules qui vont tous marcher sur l'autoroute pieds nus, inconscients, vers une direction inconnue. Juste à vous en parler, j'ai tellement la nostalgie de cette histoire. Dans cette science-fiction, on présente des concepts poussés qui parfois ont l'air un peu genre habituel et bof à première vue. Tu sais, je me souviens, dans le milieu du roman, on a comme une révélation, puis j'étais comme « Ah, c'est de ça que le livre va parler finalement. » Mais à chaque fois que je me suis dit ça dans le livre, l'auteur, après ça, amenait à un autre niveau. Et au-delà des bonnes idées dans ce livre, c'est vraiment une science-fiction humaine. Si vous aimez les contemporains, je pense que c'est un bon pont entre les deux parce que ce qui nous fait adorer ce livre ultimement, c'est vraiment ces personnages extrêmement attachants. On n'est pas toujours d'accord avec eux, ils ont certainement des failles, mais on tient profondément à leur survie et à leur réussite de la mission. Honnêtement, même si ce livre avait fait 2000 pages, je l'aurais lu au complet avec plaisir. Le seul bémol pour moi, c'était un peu le manque de subtilité dans son discours politique, mais en même temps, c'était comme un message avec lequel j'étais d'accord, donc ça me dérangeait pas, c'est juste les vilains américains étaient très vilains américains caricaturés. Mais en même temps, tu regardes qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis en ce moment, est-ce que ce ne sont pas des caricatures sur pattes? Bref, merci Calypso de l'avoir mis dans mon bocal parce que j'aurais jamais osé le lire. Et ben, j'ai adoré, puis je vais lire le tome 2. Le 6e livre est une lecture dont je vous ai tout récemment parlé, Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, qui sera traduit en français vers la fin janvier aux éditions La Croisée. C'est un coup de cœur qui tombe aussi dans la catégorie des livres que je me verrais pas nécessairement recommander à tout le monde, mais genre si ça vous parle, ben ça va vraiment vous parler. C'est de l'horreur douce qui se manifeste surtout dans ce que le récit ne nous dit pas. On suit deux femmes mariées qui ont subi une séparation très prolongée de façon involontaire lorsque l'une d'entre elles est partie en expédition sous-marine pour aller étudier les fonds marins et les créatures qui vivent là-bas. Et ben finalement, son expérience sous l'eau s'est un petit peu transformée en catastrophe. Et depuis son retour à la surface, elle n'est plus la même. Et sa femme tente tant bien que mal de la soigner, tandis que son corps et son esprit sont en train de changer. Il y a des livres dans la vie qui me convainquent en une seule page. Celui-ci en fait partie. J'ai immédiatement adhéré à la plume de Julia Armfield, puis j'étais comme « Oh, et toi, peu importe ce que tu vas me raconter, je vais t'adorer, je le sais. » C'est un peu comme une réaction allergique, mais dans le sens positif. Tu sais, quand tu trouves un auteur, là, que sa façon de s'exprimer, ça te colle à la peau, puis c'était vraiment ça. Puis c'était pas juste la plume aussi, les thèmes, l'atmosphère, les personnages, tout était vraiment intéressant, je trouvais. C'est sûr que
c'est un petit peu lent, puis on aurait pu nous donner définitivement plus d'informations puis plus de scènes dans le sous-marin. Je pense que ça aurait été possible, mais je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que c'était excellent quand même. Oui, ok, si ça avait été mieux, je lui aurais donné 10 étoiles, mais là, je lui donne 5 étoiles quand même. Lisez-le seulement si, tu sais, la description que j'en fais vous intéresse, parce que je connais beaucoup de gens dans ma vie là, qui liraient puis qui détesteraient, mais moi, c'est sûr que je lis tous les prochains livres de cette autrice. Oh mon Dieu. Si vous avez reconnu le livre précédent parce que j'en avais parlé dans mon dernier point lecture, vous reconnaîtrez sûrement aussi Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. On dirait qu'il y a toujours une non-fiction qui se retrouve dans mes tops chaque année, puis c'est souvent un mémoire. Et là, c'est le mémoire de ma vie. Pas dans le sens qu'il raconte ma vie. Oh mon Dieu, qu'il ne raconte pas ma vie. Mais c'était fait pour moi. C'était écrit sur terre pour moi. Évidemment, c'est un mémoire qui retrace le parcours d'astronaute de Thomas Pesquet. Mais ce qui fait qu'il est excellent, c'est que c'est tellement bien amené. Tu sais, il y a plein de livres comme ça qui sont peut-être trop froids dans leur thème technique, ou bien qui sont trop dans le personnel, le gna-gna, le voici mes conseils pour être une bonne personne en société. Mais là, on a de tout, puis de façon vraiment bien équilibrée. On a des informations ultra intéressantes sur la station spatiale. Même en tant que personne qui a lu peut-être genre 8 livres jusqu'à présent qui en parlent, j'ai appris des choses, les anecdotes toujours très cocasses. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir le regard sur les différences entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, la dynamique entre les astronautes, la vision du public face à l'exploration de l'espace, puis pourquoi c'est délicat à gérer. J'ai même aimé les passages de la vie de Thomas Pesquet avant même qu'il ait l'idée de devenir astronaute. Et c'était fou d'assister à tous les sacrifices qui étaient comme nécessaires pour devenir astronaute dans la vie. Genre, oui, c'est un travail difficile qui demande beaucoup d'entraînement, mais au-delà de ça, ça ruine un peu ta vie personnelle. Donc, tu sais, en tant que fan d'astronaute, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai aussi vraiment aimé ça en tant que lectrice parce que je sentais vraiment qu'il y avait un respect pour l'art de raconter une histoire, même si ça donnait que c'était l'histoire de sa propre vie. Tu sais, il y a du soin qui a été mis dans la présentation. Et donc, vraiment, juste pour moi, c'était une partie de plaisir. J'ai tellement eu du plaisir en lisant ce livre. Et si vous le lisez, ben j'espère que vous aussi. Mais sinon, désolée pour vous, moi, j'ai eu du plaisir. Là, on est dans le top 4. Hey, ça va bien vite! Bon, qui de mieux pour occuper le top 4 que la première lecture à laquelle j'ai donné 5 étoiles en 2025? Blue Sisters de Coco Mellers, qui sera traduit en français chez Calman Levy en mars. C'est un contemporain qui parle de 4 sœurs qui sont malheureusement devenues 3 suite au décès de l'une d'entre elles. On suit l'impact de cette tragédie sur leur vie et comment ça les brise et les sépare autant que ça les unit en même temps. Ça, c'est vraiment un livre qui n'existerait pas sans ces personnages. Je sais qu'on peut un peu dire ça à propos de n'importe quel livre, mais comme là, vraiment, les sœurs sont l'action. Il n'y a pas de truc externe qui pousse le récit. La seule chose qui fait avancer le récit, c'est l'évolution interne des personnages. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment la force de Coco Mellers. Wow! J'ai adoré comment, en 2-3 pages seulement, tu pouvais saisir l'entièreté du personnage qui t'était présenté. Sa façon de choisir des détails anodins, mais qui en disent tellement long sur la personne. J'étais vraiment impressionnée. J'étais comme, mais comment t'as pensé à ça? Mais c'est tellement vrai! Donc tu sais, c'était sûr que le roman allait être réussi parce que c'était des personnages vivants. Si vous aviez pas fait le lien, ça c'est l'autrice de Cléopâtre et Frankenstein, qui est un livre que j'avais aimé, mais malgré l'énorme potentiel que j'avais vu dans la plume puis dans les personnages, blablabla, je trouvais que le récit avait juste pris certaines directions qui étaient moins intéressantes pour moi en tant que lectrice. Et donc là, ça m'a tellement fait genre particulièrement plaisir de voir à quel point elle avait évolué depuis son premier roman. Et la chose qui est à la fois une mauvaise chose, mais aussi une bonne chose, c'est que j'ai trouvé que la fin était vraiment précipitée dans ce livre-là, puis j'aurais pris 50-100 pages de plus. Mais ça m'a fait encore une fois plaisir de penser au fait que, ok, elle va probablement publier un 3e livre, et elle va probablement, encore une fois, s'améliorer vraiment entre le 2e puis le 3e, puis je suis juste comme excitée de suivre son parcours. Moi, dès que le 3e est annoncé, je cours l'acheter parce que, oh mon Dieu. Merci à elle pour mon premier coup de cœur de 2025. J'en avais besoin, il était tard dans l'année, le premier, là. Aïe, c'est le top 3! Moi, chaque année, je fais quelque chose d'un petit peu spécial avec mon top 3. On dirait qu'il y a toujours un livre qui se retrouve dans le top 3, pas nécessairement parce que je l'ai plus aimé que les livres précédents, mais parce que c'était le livre qui avait le plus de chances de me décevoir. Et finalement, il l'a pas fait. 2025 ne sera pas une exception à cette petite habitude de ma part. Parce que j'ai un thriller en 3e place, Too Old for This de Samantha Downing, qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, mais les autres livres de l'autrice le sont, donc ça devrait venir. Je pense que ça faisait depuis
2023 que j'avais pas donné 5 étoiles à un thriller. Et c'est pas parce que j'aime pas les thrillers. J'en ai lu des centaines dans ma vie. Et c'est ça le problème. Désormais, pour qu'un thriller me fasse comme waouh, c'était vraiment génial, ben ça en prend beaucoup. Dans ce livre, on suit une femme âgée qui a autrefois été une tueuse en série, mais qui a désormais pris sa retraite parce que, ben, elle est rendue vieille, là. C'est difficile de traîner des cadavres quand t'as mal au dos. Sauf que quelqu'un va cogner à sa porte et c'est genre une productrice qui veut créer une série sur la vie de la protagoniste pour parler du moment où elle a été faussement accusée d'être une tueuse en série puis comment c'était horrible. Mais le truc c'est que, ben, c'était pas faux. Elle était vraiment une tueuse en série puis elle s'en est sortie. Donc ben, la protagoniste va être forcée de quitter le confort de sa retraite en tuant cette productrice pour s'assurer qu'il n'y a aucun regard qui va être tourné vers elle. Et disons que ce meurtre va entraîner une boule de neige, d'autres meurtres qui vont être comme un petit peu nécessaires même si ça ne tente pas de le faire. J'ai pas donné 5 étoiles à ce thriller parce qu'il y avait des révélations folles, il m'a retourné le cerveau. J'ai donné 5 étoiles à ce thriller parce que il m'a donné l'expérience de lecture d'un 5 étoiles. C'était juste de la qualité, du divertissement intelligent et bien exécuté. J'adore quand un thriller se prend pas au sérieux dans le ton, tu sais, c'est quand même drôle et cocasse, puis le livre sait que c'est un peu ridicule parfois certaines situations, mais en même temps le livre se prend au sérieux parce qu'il prend au sérieux l'art de raconter une histoire. Et même si la narration est très simple au niveau du vocabulaire, je voyais vraiment tout le travail qui avait été fait pour que chaque chapitre soit construit d'une façon qui donne quelque chose au lecteur à chaque fois, puis ça se termine, puis il faut absolument que tu lises le prochain chapitre. Et pendant tout le long, j'étais comme, ok, Madame Samantha Downing, comment allez-vous faire sortir la protagoniste de son pétrin? Et à chaque fois, elle réussissait, puis j'étais comme, ok, c'était tellement amusant à lire, j'ai juste tellement eu du plaisir. C'est sûr que je pense qu'il y aurait eu de la place pour une grosse révélation juteuse à la fin. J'étais certaine qu'elle en avoir une à un moment, puis il n'y en a pas eu une, mais c'est pas grave. La conclusion, le dernier paragraphe du livre, j'ai juste aimé ça, j'ai aimé ça. C'est du divertissement assuré et du divertissement intelligent, validé. Hey, top 2, ça commence à être intense là. Le deuxième meilleur livre que j'ai lu. Cette fois-ci, on y va avec mon genre littéraire chouchou, qui est le réalisme magique. Parce que ma deuxième meilleure lecture de 2025 a été Le fardeau tranquille des choses de Ruth Ozeki. Ce livre parle d'une mère et d'un fils qui trouvent tous les deux une façon complètement différente de faire leur deuil suite au décès tragique du père. La mère, elle, enterre sa peine sous une tonne d'objets et le fils, lui, se met à entendre les objets lui parler. Et le truc qui fait de ce livre quelque chose de vraiment unique, c'est que un des objets qui parle au garçon, c'est le livre en lui-même. Il y a des chapitres où le livre, l'objet, parle au garçon. Et le résultat de ce choix-là, c'est vraiment une expérience qui est comme magique, tragique, touchante, charmante. Pour moi, c'est exactement le genre de coup de cœur qui est comme solide et tranquille. J'ai jamais douté un seul instant qu'il pourrait recevoir 5 étoiles de ma part. Mais j'étais tout le temps un peu au bout de ma chaise parce que j'étais comme, ok, c'est tellement bon, mais j'ai peur que quelque chose arrive qui fasse que la suite soit ennuyante ou décevante. Genre, en ce moment, là, c'est tellement un chef-d'œuvre. Et je l'ai terminé, puis j'étais comme, waouh! Il n'y a jamais rien qui est venu briser l'espèce de miracle qui était en train de se construire entre nous. Ça l'a fait! Du début jusqu'à la fin, ça l'a fait! Oui, la plume ralentit le récit, mais c'est tellement ça qui en fait la beauté aussi. On se sent enveloppé par les mots, c'est tellement bien raconté. On reste longtemps avec ces personnages-là, mais ça fait d'eux des êtres encore plus vivants. Puis, tu sais, par moments, je les sentais tellement comme des vrais humains que c'était comme si leur blessure me faisait mal pour de vrai, parce que j'étais comme, oh non, mais il faut pas que ça leur arrive! Je trouve que pour du réalisme magique, c'est une masterclass. Les éléments de magie sont pas ajoutés juste pour le plaisir d'ajouter des trucs inventés. Tu sais, moi je suis capable d'apprécier le plaisir d'ajouter des trucs inventés, mais là tout était vraiment bien dosé, bien placé, bien pensé, tout avait une raison d'être. Je suis très impressionnée par ce que Ruth Ozeki a pu accomplir avec ce livre et j'ai longtemps pensé que ce serait ma meilleure lecture de 2025. Sauf que ça ne l'a pas été, parce qu'elle a été détrônée par le prochain livre. Bon là, je viens de me rendre compte qu'il y avait un bouton sur ma robe qui était déboutonné pendant tout le long. Je sais pas si vous le voyez. Alors, le meilleur livre que j'ai lu en 2025. Certains d'entre vous, je pense, pourront l'avoir deviné, parce que quand je l'ai lu, ça a certainement provoqué une réaction assez forte chez moi. Mais je pense aussi que certains pourraient être surpris, parce que, il faut se le dire, j'ai presque rien compris à The Will of the Many de James Islington. Ok, presque rien compris, c'est exagéré. J'ai compris le livre. Mais The
demandez-moi pas de vous expliquer le système de magie. Ça m'est passé 10 pieds par-dessus la tête. Mais le livre était tellement incroyable que ça a même pas affecté le fait que c'était un coup de cœur. Alors ça en bref, c'est une fantaisie où les gens peuvent choisir de céder leur volonté à quelqu'un à un niveau supérieur, puis comme ça leur octroie des pouvoirs, mais cette personne-là en retour doit céder sa volonté à une personne qui a un échelon supérieur et ainsi de suite. Et pour gravir ces échelons, il y a une académie où les dirigeants du monde envoient leurs enfants et c'est très compétitif et parfois mortel pour gravir ces échelons. Échelon, c'est pas un mot facile à dire ça. On suit un orphelin qui se fait adopter par un homme qui lui souhaite l'envoyer en infiltration dans l'académie parce que son frère a été tué là-bas et ben on veut pas lui dire de détails sur sa mort mystérieuse. Donc c'est ça, notre protagoniste, lui, il cède pas sa volonté. Il est contre ça, mais il infiltre l'académie. Et ben, complot à l'horizon, les amis. Complot après complot. C'est un livre que j'avais ajouté à ma pile à lire après avoir vu tous les 5 étoiles passer partout l'année dernière. Et il y avait aussi 3 personnes qui l'avaient mis dans mon bocal. Donc merci! A Book and a Cup, La vie de Kat et Live in Books. Vous m'avez fait lire ma meilleure lecture de 2005. Le truc qui est important de mentionner avec ce livre, c'est que le début est assez lent. Tu sais, j'ai pas trouvé ennuyant, mais c'est pas un livre dans lequel le coup de cœur se découvre dans la première partie. Ça m'a pris quand même assez longtemps pour reconnaître que j'allais peut-être finalement lui donner 5 étoiles. Mais t'atteins un certain moment dans l'histoire. Et à partir de ça, le livre ne fait que grimper et grimper et grimper vers l'excellence. Tu sais, on dit souvent « Ah, tel livre, c'est comme Hunger Games ». Ça, c'était la première fois de ma vie où la comparaison avait du sens et je ressentais le même niveau de tension et de stress face à ce qui se passait dans l'arène ou blablabla que dans Hunger Games. Quand j'ai lu genre les 100 dernières pages, je transpirais à travers mon pyjama tellement j'étais stressée pour les personnages et leur survie. Puis moi, je suis pas une lectrice qui ressent beaucoup de choses en lisant, je suis plus comme une statue la plupart du temps. Donc, pour me rendre jusqu'à cet état-là où j'ai dû changer mes vêtements puis les laver tellement j'avais sué, c'est vraiment pour vous dire à quel point l'auteur a réussi à créer un monde rempli de mécanismes fascinants, de personnages attachants. Et ben, honnêtement, à la fin, moi, j'allais lui donner 5 étoiles, mais je lui ai donné encore plus 5 étoiles quand j'ai vu la finale. Oh my gosh, la révélation de la fin! Je sais même pas comment ça va continuer dans le tome 2, mais j'ai très hâte de découvrir parce que vraiment, je pensais pas que ça allait être ma meilleure lecture de l'année, mais le livre a transpercé ma carapace, m'a fait sentir des choses que j'avais pas ressenties depuis tellement longtemps. Si vous voulez une fantaisie qui est poussée, qui est intelligente, puis qui fait un peu un mélange des genres, tu sais, moi je suis pas la plus grande lectrice de grosses fantaisies, ça c'est un peu plus genre en mode science-fiction, et aussi c'est une fantaisie avec un protagoniste masculin qui a une vision saine et rafraîchissante des femmes, disons-le. Donc si ces choses-là vous parlent, moi je vous le recommande. Jugez pas le livre par sa première partie et amusez-vous beaucoup. Amusez-vous, profitez-en. Moi j'aimerais beaucoup relire ce livre pour la première fois. Même si je pense que même avec une deuxième lecture, je le comprendrais pas plus. Alors c'était mon top 10 de 2025. C'est fou, c'est fou! Maintenant, j'aimerais vraiment que vous me disiez c'est quoi vos meilleures lectures de l'année. Si vous avez pas envie de les partager, dites-moi si je vous ai donné envie de lire un livre dans ce top 10. Je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à trouver plein de beaux petits coups de cœur pour remplir ce top 10 qui, à chaque année, est un stress personnel parce que je sais jamais si je vais y arriver. Et au final, je trouve que c'est vraiment une sélection qui est représentative de moi en tant que lectrice puis du fait que je suis capable de tirer beaucoup de plaisir puis de valeur dans des œuvres de genre complètement différents. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!